La jeune fille se dit qu'il est stupide d'interdire le kimio. Les humains abusaient du monde, la jeune fille pensait que la peur des humains était une chose infernale. Elle pensa au passé, où il y avait eu une guerre entre les kimios, dont la population avait augmenté, et l'humanité. Comme les kimios représentaient un tiers de la planète Terre, certains d'entre eux voulaient éliminer complètement l'humanité. Les humains ont défendu leur famille et la Terre tandis que les kimios chassaient et tuaient. Cependant, tous les kimios ne suivaient pas cette voie, le chef de tous les kimios, Kaki, le père de la rébellion, avait l'esprit obscurci par le pouvoir. Il y avait 150 kimios les plus forts au monde, avec environ 2 500 000 autres kimios. Et les 10 plus forts étaient appelés niveau divin. Kama était le numéro 1 et grâce à lui, la guerre a duré 124 ans et s'est terminée en 1957. Bien que Kain ait été le plus fort, il a été tué. Si nous avons eu de telles dépenses, c'est uniquement grâce aux héros de guerre. En 1942, les enfants étaient au front. Les gens discutaient de l'horreur de la guerre, et ce n'était pas un jardin d'enfants. Les soldats ont salué la jeune fille. Elle regarde les enfants envoyés par l'état-major. Elle a annoncé aux enfants qu'elle s'appelait Forbes et qu'elle serait leur commandant. Le commandant savait que les enfants avaient tout perdu, même leurs parents. Elle savait que certains d'entre eux étaient des kimios et elle a donc divisé leur entraînement. Elle annonça qu'à partir de maintenant, la vie des enfants serait très différente. Le lendemain, l'entraînement commença. L'enfant pensait qu'il appréciait le fait d'être bien nourri et habillé. L'enfant se sentait en sécurité ici. Il regarda les enfants qui s'approchaient de lui et il y avait 2 enfants, Elsa et Kevin. La fille a demandé au garçon quel âge il avait et il a admis qu'il avait 8 ans. La fille a dit qu'elle ne pouvait pas quitter son frère Kevin car c'était la dernière volonté de sa mère. Le garçon n'y voit aucun inconvénient. Il pleuvait, le bruit des bombes tombait. Des bombes. Le soldat se tourna vers le colonel et l'informa que les troupes de Kain attaquaient. La jeune fille était en colère, car il était impossible que l'ennemi sache où il se trouvait. Le soldat déclara qu'il avait transmis l'information au major et qu'il serait bientôt là. La jeune fille lui dit de la conduire auprès de lui. Le major s'appelait Jenny Altam. La jeune fille a dit qu'elle ne savait pas comment ils avaient été trouvés, mais qu'elle avait l'intention d'évacuer. L'homme a dit qu'il pouvait s'en passer, maintenant que le quartier général était sous attaque aérienne. Les soldats ont pris les enfants, mais certains sont portés disparus. L'homme a été surpris par quelque chose, les subordonnés n'ont pas réalisé ce qui s'était passé et il leur a ordonné de se mettre à l'abri. La fille dit à Jamie de donner une bonne raclée à l'ennemi. Les ennemis discutèrent du fait que de la chair humaine était venue à eux. On demanda à Kimio de leur dire où se cachaient les autres. L'homme se contenta d'incliner son chapeau et de tendre son bras, d'où sortirent de nombreux fils rouges. C'était une toile de mort qui saisissait tous les ennemis. L'enfant disait aux autres qu'ils ne pouvaient pas rester là où ils étaient, car ils seraient découverts. La fille demanda s'ils étaient en sécurité. Le garçon la rassura en lui promettant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. À ce moment-là, un kimio passait par là. Il remarqua un garçon qui ne s'attendait pas à ce qu'on les retrouve. Les enfants ont commencé à fuir le grand nombre de kimios. Le garçon dit aux autres enfants de s'enfuir et, lorsqu'on lui demanda s'il les accompagnerait, il répondit qu'il leur avait promis qu'ils seraient en sécurité. Les cheveux du garçon ont pris feu, la fille a été choquée. Le garçon était couvert de feu et demanda aux enfants de se dépêcher. Pendant que l'homme attrapait les ennemis avec ses fils, le jeune professeur tuait les ennemis avec son feu. Ils continuèrent leurs escarmouches et éliminèrent de nombreux ennemis. L'homme remarqua le feu à l'arrière et s'y rendit immédiatement. Lorsqu'il vit cette image, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Le garçon, quant à lui, se dit qu'il a désormais un but dans la vie. L'homme a demandé le nom du garçon, qui s'est présenté sous le nom de Léo Thomas. Le héros a pris une photo, qu'il a regardée avec un visage très mélancolique. Il y avait une photo de lui avec son ami et professeur, à l'époque ils étaient incroyablement heureux. Dans le passé, les soldats n'arrivaient pas à tenir leur position à cause des attaques puissantes de l'ennemi. L'un des soldats a dit au commandant qu'il ne pouvait pas tenir plus longtemps. Celui-ci lui a dit d'attendre, ce qui a mis le soldat en colère. Ils ont vu l'avion. Ils se sont immédiatement réjouis. L'avion tirait sur la foule d'ennemis avec une mitrailleuse. C'est le major Altam qui pilotait l'avion.
L'un des ennemis a dit aux Kinyo d'abattre l'avion qui leur tirait dessus. Le major a dit qu'il passait en mode de soutien actif, le soldat a commencé à enlever sa ceinture de sécurité. Le commandant lui ordonne de se dépêcher et il grimpe rapidement sur l'aile de l'avion. Il s'accroche à l'avion avec sa ceinture et dit qu'ils peuvent se mettre en position. Kinyo demande à son général l'autorisation de tirer, mais il est anéanti car il est trop tard. Une très forte explosion s'abattit sur les ennemis. Les soldats étaient très surpris et heureux d'avoir une telle force destructrice à leur côté. Les ennemis brûlaient vifs. L'auteur de l'explosion était un jeune professeur. Il se tourna vers son maître et lui dit qu'il pensait qu'il serait plus utile en bas avec les autres hommes. Le commandant a répondu qu'il le tuerait s'il quittait l'avion. Il a fait semblant de détacher sa ceinture de sécurité et est tombé, sous les cris de colère de son commandant. Léo s'est envolé en pensant qu'il était stupide d'enlever son masque. L'ennemi voulait tirer sur Léo. À un autre moment, dans un bâtiment, le commandant parlait à un homme et lui disait qu'il était bon avec un couteau. D'une voix tout aussi effrayante, l'homme a dit qu'il espérait que le couteau était suffisamment intimidant. L'homme a dit qu'il raconterait tout. Le commandant a déclaré que le général avait fait un choix judicieux. L'homme a félicité le général d'être le plus sage de tous les hommes qu'il avait capturés. À l'époque, Léo se battait en première ligne. Il aimait beaucoup tuer les ennemis, car c'était son but. Quelques heures plus tard, le major arriva chez la jeune fille qui lui avait dit bonjour. La fille a parlé à l'homme et à Léo. Ils parlèrent de Léo et de sa force. L'homme dit que le garçon a un talent incroyablement puissant, et que s'il est mal utilisé, il sera une menace sérieuse. La fille, quant à elle, a dit à l'homme d'admettre enfin qu'elle se sentait comme un grand frère. La fille a annoncé la mauvaise nouvelle, à savoir que l'ennemi s'était emparé de la base aérienne et l'avait chargé de la détruire. La fille dit qu'elle n'a pas d'homme disponible et envoie un homme avec Léo en mission. Léo dit alors que de nombreux soldats parlent du fait que Léo devrait avoir un avion privé. L'homme, quant à lui, a déclaré qu'il ne lui confierait même pas un ouvre-boîte. Lorsque Léo a entendu parler de la mission, il s'est illuminé et s'est montré incroyablement enthousiaste. Léo a été abordé par une fille qui l'a félicité pour son premier raid. Il s'agissait d'Elsa, la même fille que celle qui l'avait sauvé un jour. Elle s'approcha du joyeux Léo et lui dit qu'il était temps pour lui de retourner auprès d'elle. Léo et l'homme arrivent sur une base aérienne contrôlée par l'ennemi. L'homme leur expliqua qu'il s'agissait d'un centre de ravitaillement et qu'il devait donc détruire complètement les avions qui s'y trouvaient. L'homme se rapproche furtivement d'un des soldats ennemis. Ensemble, ils ont capturé l'ennemi. Léo a expliqué qu'il s'agissait de personnes qui avaient été enlevées récemment. L'homme est très heureux, car cette mission pourrait devenir une mission de sauvetage. L'homme lui dit de se calmer, car il s'agit d'otages de l'ennemi. Ils étaient ce qu'on appelle des boucliers humains que les ennemis utilisaient. Ils ont discuté et sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient agir le plus discrètement possible. Soudain, le visage du commandant changea. Il vit le diable, mais Léo ne comprit pas de quoi l'homme parlait. Il s'est avéré que la Kinyo la plus puissante, Kate, se trouvait sur cette base aérienne. Qu'un, surnommé le Kinyo démoniaque, se trouvait juste devant les hommes. Léo rapporta qu'après un dialogue avec le colonel, il avait obtenu l'information que toute l'armée se dirigeait vers eux. L'homme a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps et que qu'un pouvait partir. L'homme a compris que c'était une mort certaine pour eux deux, mais il a dit qu'il devait le retenir. Les ennemis marchèrent devant leur chef. L'homme utilisant sa capacité les a instantanément éliminés. Qu'un réagit et utilisa sa capacité alors qu'une boule de feu volait vers lui. Une capacité de psychère, on ne savait pas ce qu'elle pouvait faire, mais si elle était utilisée correctement, elle pouvait tuer tous les êtres vivants. Qu'un demanda à l'armée s'il s'agissait d'une armée, d'une voix qui ressemblait à des milliers d'âmes. L'homme dit bonjour, et Léo dit également bonjour à son plus important et puissant ennemi. Il les regarda avec fierté et supposa qu'ils étaient venus prêter allégeance à leur nouveau maître. L'homme a dit qu'il s'agissait de deux psychopathes en quête de sensations fortes. Qu'un dit que leur dialogue n'était pas terminé et tendit la main. L'homme ordonna à Léo d'esquiver et celui-ci n'hésita pas à suivre l'ordre. L'ennemi utilisa la capacité au sol, il dit qu'il était inutile de fuir et leva la main. Le sol se remplit d'éclairs et se mit à bouger, Léo le vit et fut très surpris car il y avait une énorme vague de terre derrière lui.
Le gars utilisa sa capacité d'accélération et d'esquive. Mais plusieurs autres vagues apparurent et le suivirent. Léo se demanda combien de temps elles allaient le suivre tout en esquivant les puissantes attaques. Il décida de s'envoler dans les airs. Mais le sol s'accrocha à sa jambe, et plus tard son corps fut complètement enveloppé par la terre. Seul son œil resta libre. L'homme hurla de colère. Le serpent siffla de colère. L'homme utilisa ses fils pour fendre le sol. Grâce à l'homme, Léo réussit à échapper à l'attaque. Por vola jusqu'à l'ennemi et l'homme lui demanda s'il savait comment fonctionnait le talent de Caïn. L'attaquant expliqua que pour vaincre Caïn, il fallait au moins 3 talents de même puissance, et enfin il donna à Léo une mission pour survivre. Le garçon accepta l'ordre et utilisa son talent pour lancer une attaque de feu sur l'ennemi. L'endroit fut recouvert de flammes d'où jaillit un serpent. Léo réussit à esquiver l'attaque et l'homme lui dit de ne pas se laisser mordre par le serpent. Cela fait partie du talent de Caïn, et une fois que le serpent aura mordu quelqu'un, il lui prendra son âme. L'ennemi se rapproche de l'homme et lui demande s'il a terminé ses recherches. Il dit que les hommes auraient dû rester dans le ventre de leur mère. Léo a dit que l'ennemi devait renvoyer l'homme qui avait versé sa bouche car elle ne fonctionnait pas bien. La jeune fille était entièrement équipée à l'époque. Une autre fille a demandé combien de chars ils allaient prendre. Le commandant a répondu qu'il utiliserait tout ce qu'ils avaient. L'un des soldats a annoncé une mauvaise nouvelle, d'après ces données, le chargement des Amaltov va bientôt se terminer, et il a donc supposé que le commandant et Léo s'étaient battus, ce qui signifie qu'ils sont morts. La jeune fille a entendu cela et a été choquée. À ce moment-là, Léo et Man, des deux côtés, attaquent l'ennemi. Léo essaya de frapper avec son pied, mais Caïn attrapa le visage de l'homme et, grâce à sa capacité, les repoussa tous les deux. Léo et l'homme s'envolèrent à une grande distance. Ils étaient encore en vie, mais ils étaient à bout, l'homme disait qu'il ne leur restait que peu de temps à vivre. Léo vit une image très effrayante, beaucoup de gens épuisés par la vie en cage. Après une telle image, Léo était en colère et ne pouvait pas utiliser son pouvoir à sa pleine capacité, car il risquait de blesser des gens. À ce moment-là, une tête est apparue à la droite de Caïn, qui lui a demandé si Léo et ses proches étaient en vie. L'homme a répondu à Caïn qu'il ne se souciait pas de ces menaces. Caïn lui répondit que si les garçons le suivaient, tout irait bien. L'homme utilisa la capacité de ses fils et les canalisa dans le sol, ils jaillirent du sol près de Caïn et le recouvrirent complètement. Au même moment, Léo remplit le couteau de métal de feu et utilisa la capacité Ilio. Une énorme épée de feu apparut alors dans ses mains. Il rugit instantanément vers l'ennemi. Ce dernier qualifia les efforts des deux hommes de honteux. Léo se leva et demanda au monstre de se battre contre lui. Caïn dit que c'était très bien. L'homme cria à Léo de battre en retraite. À ce moment-là, le serpent s'est libéré des fils et s'est retrouvé juste devant le visage du gars, avec l'intention de prendre son âme. L'homme a utilisé son pouvoir et a libéré Caïn. L'ennemi était en colère et a pointé sa main vers la cage avec les hommes en disant que le sang serait sur les mains des hommes. Léo réagit immédiatement et court pour protéger les hommes innocents. Il se plaça juste devant la cage, même s'il se rendait compte qu'après cette attaque, il allait probablement mourir. L'homme utilisa les fils qui couvraient le torse de Léo, le gars savait ce qui allait arriver et ne le voulait pas. L'homme, quant à lui, traita Léo de garçon stupide. Caïn ne comprenait pas le sens de ce sacrifice et était prêt à utiliser la capacité. L'homme a finalement déclaré qu'il n'avait pas adopté le garçon pour qu'il meure comme ça. Il a dit que les moments où ils se battaient étaient les meilleurs de leur vie. Il couvrait les gens avec des toiles et devenait un bouclier humain pour eux. L'homme a dit que Léo deviendrait très fort à l'avenir et qu'il pourrait gagner grâce à lui, alors il devrait vivre. Léo regarda une dernière fois l'homme qui lui était devenu très cher. C'est alors que la jeune fille donna l'ordre d'avancer. Elle annonça que la vie de leurs deux hommes était en jeu, ainsi que l'opportunité de tuer l'ennemi le plus fort. De nombreux chars se sont dirigés vers le site de la bataille. Après l'attaque de l'ennemi, une vaste zone fut détruite et seule la cage resta intacte. Léo était très triste, le corps de l'homme était déchiré en deux. L'ennemi avait qualifié le corps de l'homme de fragile, un peu comme un kimio inférieur. Léo était submergé par la colère envers Caïn, et l'ennemi était surpris que le gars ait décidé de continuer.
Un énorme pilier de flammes s'éleva vers lui et Cain demanda si le gars connaissait l'origine du spray de puissance. Il dit un mot, Thanatos. Le corps de Léo se transforma et il ressembla à un dieu. L'ennemi a dit que Léo avait un talent fraternel. À ce moment-là, l'armée est partie au combat. La fille détruisit le char, elle ordonna aux hommes de continuer l'attaque. L'ennemi commença à raconter qu'il y a longtemps, alors que personne ne connaissait les capacités, il y avait 4 frères, chacun avec un talent différent, ils étaient les premiers Kimyo. Pendant leur combat, Cain révéla une histoire, à savoir qu'à cette époque les frères étaient vénérés comme des dieux. Il a dit qu'ils possédaient les talents qui ont tout déclenché. Il a dit de les rejoindre, et de ne pas se mettre en travers du chemin comme avant. Caïn menaça Léo d'éprouver une véritable peur s'il refusait. Le garçon déclara que la simple existence de l'ennemi était nuisible à la terre. Il dit qu'il avait reçu l'ordre de survivre et que c'était Caïn qui avait tué l'homme. Léo a dit qu'il aurait aimé que le maître survive pour voir à quel point il l'avait rendu fort. Caïn a qualifié la résistance de choix des imbéciles et a pointé sa main sur le gars. Léo a compris qu'il ne pouvait pas gagner, mais qu'il était prêt à donner sa vie pour protéger les autres. Caïn a déclaré que la mort de Léo ne lui laisserait aucun honneur. Nos attaques s'entrechoquèrent, à la grande surprise de l'ennemi, sa défense se fissura. Il utilisa un cyber pour dévorer l'âme de Léo, mais il bloqua lui-même la gueule du serpent avec sa main. L'ennemi se dit que c'était une grosse erreur, mais son visage changea lorsque l'âme de Léo ne quitta pas son corps et qu'il attaqua Caïn avec une force incroyable. L'homme se mit à tousser de douleur et utilisa une force qui fit reculer Léo. Boy hurla laissant une traînée de sang derrière lui, Léo entendit depuis la cage les voix de personnes implorant de l'aide. Les âmes absorbées par Caïn étaient en train d'être sauvées, ce qui donna un peu de temps à Léo. Il se dirigea vers la cage et demanda aux gens de s'accrocher. Il tourna sur la cage avec son dos et utilisa le feu de ses jambes pour commencer à la déplacer. À ce moment-là, l'ennemi s'occupait des âmes qui s'étaient échappées. Caïn demanda combien de temps il leur restait et le soldat répondit que leur avion était prêt. C'est à ce moment-là que l'armée est arrivée, avec pour objectif principal de sauver les gens. La jeune fille a trouvé Léo inconscient. Le soir même, Caïn s'est échappé. Les soldats ont évacué les civils. La jeune fille a pleuré en voyant le corps de l'homme. Un mois plus tard, à l'hôpital général. Un homme est entré et a demandé si le major Léo Thomas était là. Il répondit par l'affirmative. Caïn est mort des suites de ses blessures. Léo est honoré en tant que héros. Il déteste cette célébrité qui lui rappelle qu'il a perdu un être très cher. Transfert de talent. Les talents sont des défauts de naissance qui apparaissent chez les bébés qui ne peuvent plus être qualifiés d'humains. Il y a 3 façons d'acquérir un talent. Le transfert de talent n'est disponible que pour les personnes ayant beaucoup d'expérience, puis elles meurent. C'est généralement disponible pour les 150 meilleurs pour transférer les talents forts. L'extraction de talent est un moyen illégal d'extraire de force un talent, probablement utilisé par Caïn. Ou possession d'un objet. Ce sont des objets dans lesquels le talent est développé et ils peuvent permettre à leur porteur de l'utiliser. Le héros pensa au fait qu'avant les interdictions, il était habitué à être un homme parmi les Kimyo dans son dojo. Maître Léo était comme un père pour Shohard. Il participait à de nombreuses compétitions d'arts martiaux. Le héros a décrit le combat entre les 2 Kimyo comme une scène magnifique. À cette époque, toute cette puissance se promenait dans la rue sans se soucier de rien, mais il n'en a pas toujours été ainsi. La bataille de Waterloo, en 1815. Contrairement à aujourd'hui. Un groupe de soldats reçoit l'ordre de tirer, et des coups de feu sont tirés, des adversaires se trouvant alors dans les tranchées. Les soldats ont demandé au colonel de leur envoyer une faucheuse, sans laquelle ils allaient perdre. Le commandant répondit qu'il avait demandé une faucheuse. Les Kimyo étaient très rares à l'époque, et ce depuis des siècles. Le messager courut vers les hommes. L'homme dit au messager de se reposer et l'homme commença à parler de l'envoi par Napoléon d'un grand nombre de renforts, il demanda l'aide du prêtre. L'homme ferma les yeux et réfléchit un moment. Il espérait que Napoléon ne l'obligerait pas à envoyer une faucheuse. Kimyo dit qu'il était encore un soldat et qu'il était prêt à servir sa patrie. Il s'appelait Jacques. Son père a dit à son fils de revenir sain et sauf, car le pays avait besoin de lui. Les Kimyo étaient ceux dont les mains avaient construit les pays, et pour l'instant, ils n'avaient plus peur.
Les soldats virent une faucheuse à cheval venir à leur secours. Le commandant ordonna à tout le monde de baisser la tête. À ce moment-là, les opposants ont vu un soldat et n'ont rien compris. Ils pensaient qu'il était fou de marcher seul sur une armée. L'ordre est donné de tirer. Le soldat s'est levé d'un bond et a esquivé les balles. Le commandant a de nouveau ordonné aux soldats de baisser la tête. Le type a pris un air sérieux, son flanc s'est ouvert d'une manière violette, et un fil en est sorti, avec une arme tranchante au bout. Le type l'a saisi et, de toutes ses forces, a commencé à le tordre. Une telle attaque a fait voler un grand nombre de personnes en l'air, et les Alliés n'ont pu survivre que grâce à l'ordre donné. La guerre napoléonienne a été gagnée grâce aux 3 Kimyo. Le type continua d'attaquer les ennemis. Il sauta et, depuis les airs, utilisa à nouveau son arme. Les adversaires tentent de lui tirer dessus, mais ils finissent par être vaincus les uns après les autres. Il ne restait plus que le capitaine, qui s'aperçut très tard que tous les hommes avaient disparu, car en un instant la lame du type était déjà près de sa gorge. Bien que l'histoire ait caché leur nom, ils y ont grandement contribué. S'ils étaient rares à l'époque, ils sont aujourd'hui très nombreux, si bien que la société a appris à accepter Kimyo. Aujourd'hui, la vie sans Kimyo semble irréelle, car grâce à leur talent, ils aident la société. Le héros se souvient de la première fois où il a gagné grâce à son professeur. Le médecin a été incroyablement surpris. Il a regardé les statistiques physiques du héros et a été stupéfait. Toutes les blessures du héros étaient complètement guéries. Le docteur rit même, car c'est la première fois qu'il voit une telle régénération, même la dent de sagesse arrachée par le héros est revenue. Le docteur était fou de joie, car le héros était maintenant en pleine santé et était devenu Kimyo, qui avait reçu le talent. L'œil du héros a été restauré, et le médecin en est tout aussi heureux. Les vis qui se trouvaient dans le corps du héros avaient fondu et disparu, mais les cicatrices subsistaient, et le médecin voulait garder un œil sur lui. Une semaine plus tard, une explosion s'est produite sur le viaduc, provoquée par Kimyo, les frères de Salaman. Ils étaient en colère contre la construction des oléoducs et ont décidé de les servir tous. La police a pointé ses armes sur leurs ennemis et leur a demandé de se rendre. Kimyo n'a pas écouté et la police a commencé à tirer sur eux pour les tuer. Kimyo ne se souciait pas des balles, ils étaient faits d'acier et de pierre. Le frère d'acier a saisi la voiture et l'a projetée en direction des policiers. L'explosion a fait de nombreux blessés. Shohard se rend sur les lieux. Il a mis des masques sur son visage et s'est rendu sur place en courant. Une fois sur place, il a sauté du toit et s'est exposé la poitrine. À ce moment-là, une autre personne courait également, le corps couvert d'éclairs. Kimyo a continué à se déchaîner et à casser tout ce qui lui tombait sous la main. Iron disait que les gens étaient incroyablement faciles à contrôler. Une voiture heurta l'homme de pierre, le faisant tomber en arrière. Iron ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas de nouvelles de son frère, et lorsqu'il se retourna vers lui, il fut immédiatement frappé par l'attaque de feu du héros. Ils étaient blessés et les frères pleuraient même. Le héros et son ami se saluèrent. Les ennemis, quant à eux, se dirent prêts et commencèrent à fusionner. Ils étaient maintenant confiants dans leur pouvoir. L'ami dit qu'il avait faim et qu'ils étaient maintenant déterminés à en finir rapidement. L'ennemi se plaignit que le héros et son ami avaient réussi à les arrêter la dernière fois. Le policier demanda ce qu'ils devaient faire depuis l'arrivée de Kimyo. Le capitaine dit de dégager le pont, car ce n'était plus leur combat. Le héros attaqua avec des attaques de feu. Et l'ami se rapprocha pour frapper. L'ennemi les appela les ennemis du peuple. Il réussit à arrêter l'attaque de l'ami du héros, en même temps que le héros lança une volée de feu. L'ennemi se retourna et vit que Shohard avait disparu. À ce moment-là, l'ami était déjà dans le dos de l'ennemi, il commença à l'étrangler en le tenant parallèlement. Le héros préparait une attaque puissante, il invoqua beaucoup de feu et le comprima en une fine aiguille. L'ennemi commença à demander grâce et à dire que lui et son frère plaisantaient. Le héros avait l'intention d'attaquer avec la lance de feu qu'il venait de créer. Shohard la lança de toutes ses forces et elle vola à une vitesse incroyable. Un instant plus tard, elle percuta le corps de Kimyo et il y eut une énorme explosion. La menace est neutralisée et ils sont capturés par la police. L'inspecteur remercie le héros et son ami pour leur aide. Un autre policier demande s'il faut arrêter tous les Kimyo.
L'inspecteur répond qu'ils ont déjà arrêté tous les Kimyo qu'ils ont vus. Cela a fait rire Shoard et son ami. Ils se sont dit au revoir et sont partis. Ils se dirigent vers la maison d'hôte d'Ilon Shenlock. L'ami du héros leur annonça qu'ils étaient de retour et remercia une fois de plus la ciguë de les avoir accueillis. La ciguë répondit qu'il n'y avait aucune raison de la remercier. Le héros demanda s'il avait des informations sur Rokash. L'ami s'est plaint de l'interdiction de Kimyo, qui le gênait. L'ami dit aussi que le nouveau censé les tient toujours en haleine. Le héros dit que les régulateurs agissent comme ils le doivent et qu'il ne fait pas de mal aux civils. La fille a dit que le héros et son ami étaient partout dans les nouvelles, comme d'habitude. La fille a dit que sa lance était terrible. Sheard a commencé à défendre son attaque et la fille s'est moquée de lui. Un peu plus tard, le héros marchait dans le couloir. La fille dit que cet endroit doit être un point de repère. Le héros répondit qu'il se cachait littéralement ici, et que les invités n'étaient donc pas une bonne idée. La jeune fille, quant à elle, continua à vanter les mérites de l'endroit en mentionnant de nombreux faits intéressants. Le héros dit qu'il s'agit en effet d'une famille riche. La fille a vu que le héros était inquiet et a dit qu'elle serait heureuse de le voir. L'homme sourit jusqu'aux oreilles. Plus tard dans la nuit, le héros se rend dans un orphelinat de la côte ouest. Il était encapuchonné et s'est approché du comptoir. La fille dit le nom du gars et celui-ci demanda de ne pas le faire, car des ordres avaient été donnés pour arrêter tous les Kimyo sur le champ. La fille s'est excusée et a dit que la même personne demandait des nouvelles du héros depuis des mois. Plus tard, Che était déjà en train de monter les escaliers. Avant d'entrer, il s'inquiéta un peu. Il se tint devant la porte et réfléchit à ce qu'il allait dire. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et une jeune fille heureuse en sortit et sauta immédiatement dans les bras du jeune homme. La sœur était très heureuse de voir son frère. Le héros était sincèrement surpris et fier que sa sœur ait des notes incroyablement élevées. La jeune fille a décidé de se vanter d'être la première de sa classe. Sheard demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait lorsqu'elle avait obtenu la première place à l'examen. Elle sourit sincèrement et demanda à ce qu'on l'emmène voir T20 et les autres. Le héros se leva et dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour Yukiko. La jeune fille était furieuse qu'il ne lui rende pas visite, et très en colère qu'elle gagne de l'argent en se battant. Le héros s'approcha d'elle et lui demanda de ne pas rester longtemps en colère, de se brosser les dents et de se reposer. Ils se sont embrassés et la jeune fille lui a demandé de lui rendre visite plus souvent. Au manoir de l'oncle Louis. La fille dit que le jour est venu. Elle dit que si les garçons réussissaient à la faire bouger, elle leur parlerait de son talent et de ce qu'elle avait caché. Elle dit qu'il sera difficile pour les hommes de la surprendre parce qu'elle est la petite fille de Léo Thomas. Elle leur demande de lui prouver qu'ils ne sont pas des Kimyo ordinaires. Tevi est le premier à sortir pour passer le test. Il a immédiatement utilisé son talent de peau de rhinocéros. La fille était surprise que le gars ait pu perfectionner son talent, mais elle a dit qu'il y avait encore de la place pour grandir. Il lui a dit qu'il avait 3 peaux, celle du rhinocéros, celle du lion et celle du forgeron. La peau de lion donne plus de force mais la défense est réduite, mais la peau de forgeron utilise son sang comme carburant, si bien qu'à chaque fois qu'il l'essayait, son cœur s'arrêtait. Il était déterminé, car il voulait montrer ce que signifiait être un char d'assaut en équipe. Sa peau commença à changer d'aspect et à se transformer, c'était une peau de lion. L'homme sentit la pression du roi des animaux lui-même. Il disparut instantanément de sa vue. L'homme a pété et son inspection s'est terminée. Le héros était le suivant, il était déterminé à montrer tout ce qu'il savait faire. Il créa une fois de plus sa lance de feu. Les mannequins de la cheminée s'opposent au héros. Il mit un masque et commença à se battre contre les mannequins, en utilisant sa lance pour le combat rapproché. La jeune fille sourit largement, car le Tché progressait très vite. Le héros s'élança, il avait une cible devant lui pour tester son attaque à distance, et il envoya la lance droit dessus. Elle vola à grande vitesse, la lance enflammée frappa en plein centre de la cible. La fille avait dit cela sans réfléchir, mais elle avait qualifié l'attaque de pas mal, même si elle était en fait stupéfaite de ses progrès. Azam sortit ensuite, tout aussi sérieux. Il avait 15 cibles à éliminer en 3 secondes. La fille donna l'ordre de départ et l'homme disparut. La fille évalua les actions de l'homme dans sa tête et le félicita.
Il brisait les mannequins les uns après les autres avec facilité et son épreuve touchait rapidement à sa fin. Les autres garçons étaient très sérieux car le contenu du sac suscitait beaucoup d'intérêt. La jeune fille décida de remonter le moral des hommes en leur disant qu'elle leur montrerait ce qu'il y avait dans le sac s'ils s'en sortaient bien. Les hommes ont écouté et se sont saignés le nez. La jeune fille dit qu'elle avait entendu parler du talent de Louis. Le corps de l'homme commença à se couvrir de cendres. Tout le monde est surpris. C'était le talent de cendre de son père qui lui permettait de contrôler la masse de cendre. Il utilisait une technique incroyable, à savoir une hydre de cendre d'une taille énorme. La fille demanda de ne pas sourire si bêtement et dit que l'homme n'était pas mauvais. Elle a dit qu'elle avait même eu peur pendant une seconde, elle a également souligné que les hommes grandissent. Anton était le suivant. La fille a demandé ce qu'il allait faire, et le héros a insisté auprès de la fille pour qu'elle recule un peu. L'homme pouvait remplacer une partie de lui-même par n'importe quoi. Avec un visage pas très sérieux, il s'est remplacé par 30% de Kong. Les autres s'excitent, car 30%, c'est beaucoup. L'homme a été recouvert d'un nuage de poussière, sa queue est apparue, puis son visage a changé. Il parlait et était en colère, car un homme avait invoqué le puissant Kong. La fille dit que tout le monde s'était bien débrouillé, mais qu'il ne ferait pas le poids face à Rokash, et qu'il devrait donc faire plus d'efforts pour découvrir le contenu de son sac et son talent. Les hommes sont très contrariés. Pendant la nuit, un homme surveillait la maison où logeaient le héros et ses amis, et il a rapporté ce qui s'était passé. Au téléphone, l'homme a dit qu'il ne devait pas attendre longtemps, et l'homme a répondu qu'il ne devait pas se presser. Il a dit que l'heure des gars viendrait bientôt, qu'ils récupéreraient ce qu'on leur avait pris. Il y a eu une explosion. Quelque chose s'est envolé à toute vitesse. C'était un robot qui était presque complètement détruit. Il a dit que cela ne faisait pas partie de leur plan. Eve a également été blessée. La maison s'est effondrée aussi. La fille a dit qu'il ne s'était pas inscrit pour quelque chose comme ça, car leur adversaire était un vrai sadique. C'était un homme, l'un des gars a demandé pourquoi leur adversaire était nu, et Rokash était très heureux parce que c'était son premier combat depuis très longtemps et qu'il s'amusait beaucoup à se battre. Il se posait beaucoup de questions. Il se demandait à quoi pensaient les gars lorsqu'ils sont entrés dans la maison du Pitbull. Rokash savait qu'il était impossible qu'ils les trouvaient par hasard et demandait comment ils avaient fait, mais avant qu'ils ne le fassent, il décida de leur montrer son talent. L'homme sourit de toutes ses dents. Des gens regardaient le combat. L'homme suggéra qu'ils auraient dû envoyer plus de titans. L'homme répondit que c'était juste un test pour voir la force de leur sujet. La jeune fille était en colère et déclara qu'elle allait tuer l'ennemi. Ses amis lui crièrent de ne pas se presser, mais elle ne les écouta pas. Rokash utilisa sa capacité et lui coupa l'aile et le bras. Il saisit l'autre aile et la plaqua au sol de toutes ses forces, disant qu'elle n'était pas différente d'un pigeon. Elle supplia qu'on l'épargne, mais l'homme était sans pitié. Il tua la jeune fille d'un coup de pied précis sur la tête. Cela amusa encore plus Rokash. Un autre adversaire entra dans la bataille, il essaya d'attaquer son ennemi avec son marteau, mais celui-ci l'esquiva facilement. Il tenta une autre attaque, mais Rokasha ne le prit pas au sérieux, soudain son visage changea, il commença à être attiré vers le sujet de test, il utilisa un fantôme magnétique et tenta de tuer son ennemi avec un coup de marteau, mais celui-ci l'esquiva facilement au dernier moment. Plus tard, un autre coup suivit, que Rokasha put esquiver tout aussi facilement. Rokasha était sur le point de frapper lorsque l'homme sortit un pistolet et tira un coup de feu, que l'ennemi put esquiver. Avant qu'il ne puisse réagir, le sujet de test était déjà déchiqueté. Rokash profita de l'élan, après quoi l'homme fut transpercé d'un coup de couteau. Rokash fut rejoint par ses alliés. Ils s'approchèrent du survivant et lui dirent qu'il avait choisi la mauvaise équipe. Il se rendit compte que la situation était grave. Le subordonné commença à se plaindre qu'ils avaient eu beaucoup de mal à trouver l'endroit et qu'ils avaient tout gâché. Rokasha ordonna de raconter comment il les avait trouvés. Le robot a souri et a pointé un énorme pistolet sur Rokasha. Il y eut une explosion. Les gens discutèrent du gaspillage de pièces détachées que cela représentait. Kagae reçut l'ordre de continuer à surveiller le groupe de garçons. À ce moment-là, un dôme apparut à l'endroit de l'explosion, et à l'intérieur se trouvaient tous les ennemis qui avaient réussi à survivre. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils avaient été démasqués.
L'un des hommes de Rocache a trouvé la pièce de rechange et a dit qu'il s'agissait d'une technologie d'un tout autre niveau. Il ne comprenait pas comment une technologie qui ne pouvait pas exister pouvait exister. Un peu plus tard, dans le manoir où vit le héros, toute l'équipe regarde un reportage sur une attaque terroriste. Les terroristes se sont spécialisés dans les parties cybernétiques du corps, voire dans le corps tout entier. L'attentat a été qualifié de pire depuis la guerre. Il y a eu 38 morts et 200 blessés. La fille a pleuré quand elle a vu la nouvelle. Les autres garçons étaient très tristes. Et le héros était incroyablement en colère. Le héros a demandé toutes les informations sur les terroristes. Mais tout ce que l'on savait, c'est qu'il s'agissait d'un cyberkimio, ce qui, en pratique, ne devrait pas être possible. Le héros déclara que cela lui suffisait, car il n'avait pas besoin de savoir qui il tuait. L'ami regarde le héros avec des yeux surpris. Le lendemain, à la République Banque, le policier salue la jeune fille. Elle s'est approchée du guichet de la banque et a demandé si elle pouvait faire un dépôt. Soudain, il y a eu une explosion derrière elle. La personne qui a attaqué la banque a dit qu'elle sentait l'odeur de kimio. La jeune fille dit à l'employé de se cacher dans la chambre forte. L'ennemi a remarqué la fille et a immédiatement essayé de frapper et a réussi à donner un coup de poing à l'épaule de la fille, qui était la classe de kimio. Farah a utilisé l'art de l'os et a coupé la patte de l'ennemi. Elle était déterminée à retenir le terroriste jusqu'à l'arrivée de la police. L'ennemi, de son côté, était sûr d'être plus forte que kimio. Elle attaqua la jeune fille et utilisa ses os comme arme à distance. L'ennemi disait qu'elle pouvait voir les mouvements de la fille comme une paume ouverte. Elles se sont affrontées dans un combat. La police est arrivée sur les lieux où il y avait beaucoup de morts. Le commandant a demandé combien il y avait de morts et on lui a répondu qu'il y avait 13 civils et 8 policiers. Grâce à Farah, ils ont réussi à endormir l'ennemi. Le commandant est triste d'avoir perdu le grade de kimio qui les aidait toujours. Le policier était attristé et ne comprenait pas quel genre de monstre était capable de tuer la jeune fille. Le héros et ses amis arrivent sur les lieux. Che demande comment ils peuvent aider la police. L'homme est heureux de voir le héros, elle entraîne les hommes à sa suite. Il raconte la mort de la jeune fille et veut montrer ce qui l'a tuée. Le héros est attristé par la mort de la jeune fille. Le policier promet de se venger. L'ennemi fut cloué au mur. À l'époque, les enfants admiraient le théâtre. La ciguë était responsable du jardin d'enfants et ils sont venus le voir. Il dit qu'il a promis de s'occuper des enfants. La jeune fille, elle, était heureuse que, même dans le chaos, les enfants puissent être des enfants. C'est comme si l'ennemi n'avait pas peur. On lui demanda comment elle avait pu tuer autant de personnes. Elle avoua que son talent était la clairvoyance, qui lui permettait de voir l'avenir. Le héros et son ami s'intéressent au mot « talent majeur ». Le gars a essayé d'interroger la fille, mais elle voulait lui raconter sa mort douloureuse. Elle a remarqué que les gars portaient des masques, et le héros a calmé sa fierté. La fille a utilisé son pouvoir sur le Tché. Et elle se rendit dans un endroit effrayant. Elle avait terriblement chaud et ne savait pas où elle se trouvait. Elle vit un homme qu'elle ne reconnut pas. Elle était terrifiée car elle ne se rendait pas compte de ce qu'on lui avait fait. Le héros du futur la regarde avec mépris. Tout ce qu'elle a dit, c'est que le Tché les avait tous tués. Après cela, la jeune fille n'a plus parlé, la seule chose qu'elle a faite, c'est de crier. Ses amis remarquèrent qu'elle criait alors que le héros s'approchait. Un autre s'étonna que Kimio puisse avoir plusieurs talents. L'un des amis décida d'invoquer Kong et de lui poser la question. Il s'est immédiatement mis en colère parce qu'il avait été convoqué. Kong a dit qu'il répondrait à la question et qu'il s'agissait d'un transfert de talent forcé. Cette fille a maintenant 3 talents, alors qu'elle n'en avait qu'un à l'origine. Le policier a dit que c'était illégal et qu'il fallait retrouver les 2 Kimio morts. Il est allé discuter de l'information avec l'équipe. À ce moment-là, la jeune fille marchait et un ballon s'est envolé. Il a été récupéré par un terroriste. L'homme chez qui logeait le héros lui dit bonjour. L'ennemi s'est présenté, mais l'homme a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il saisit son épée et ordonna aux hommes de quitter son terrain. Devant le cyborg, il paraissait minuscule. L'ennemi le regarda de son regard écarlate, ce qui effraya l'homme.
Maintenant que tout le monde était silencieux, il se présenta à nouveau. L'ami du héros calmait les enfants. Et l'ennemi utilisait des missiles. Tevi réussit à activer la peau de lion et à protéger les enfants. Si soudain il avait utilisé le rhinocéros, l'explosion aurait tué les enfants. La jeune fille et Azam sont décidés à se battre car Tevi protégera les enfants. L'ennemi proposa de commencer le combat. Et la fille demanda son sac rouge. L'ennemi était sûr de la victoire de son cyborg et déclara que, selon lui, tous les titans étaient les plus forts. Le cyborg saisit sa cape et la jeta au loin, montrant à quoi ressemblait un général Grindor. L'homme au pouvoir de vitesse se prépara à attaquer. À ce moment-là, la fille était déjà en l'air, prête à frapper du pied. Le robot a pu bloquer cette attaque avec son bras cybernétique. Le nouveau maître des garçons fut surpris et le cyborg la qualifia de très forte. À l'époque, la police recueillait des informations sur les auteurs de l'attentat. L'un d'entre eux a découvert que les ennemis se faisaient appeler « Titans » et que toutes les attaques avaient eu lieu exactement dans l'intervalle de 7 minutes. Le capitaine s'est enquis des otages, a demandé s'ils étaient là et s'ils parlaient. L'un des subordonnés a indiqué que les attaques ayant eu lieu à des endroits complètement différents, ils n'ont pas pu prendre d'otages. Une fille signale que les déclarations des témoins de la banque sont arrivées. Le capitaine était prêt à les écouter, la fille a dit que la femme titan ne voulait pas commettre un vol, elle voulait détruire Kimio. À ce moment-là, le héros a dit qu'il avait parlé à la police et qu'il s'était rendu compte que les nouveaux dépôts à la banque n'arriveraient qu'aujourd'hui. L'ami ne comprenait pas pourquoi il attaquait une banque vide. À ce moment-là, le combat contre le cyborg battait son plein. L'homme rapide esquivait le taka et essayait de contre-attaquer, tandis que la fille frappait le cyborg avec force, son attaque ayant même fissuré le métal de haute technologie. Elle fut surprise par la force du cyborg, et celui-ci commença à transformer sa main en une arme dangereuse qu'il utilisa pour attaquer les gars. Tiger dit à ses amis de se sauver. Le cyborg a attaqué la fille, qui a réussi à esquiver, tout en se battant, elle a demandé son sac. Le type rapide a dit qu'il s'en occuperait. Le policier connaissait personnellement Farah depuis des années et ne pouvait imaginer qui voulait sa mort. À l'époque, les amis ne comprenaient pas pourquoi ils risquaient leur vie pour s'en prendre à leur grade. En fait, ils avaient payé de leur vie sans rien obtenir. La fille de la police a rapporté qu'un autre titan était apparu et avait tué le haut gradé Kimio. Le héros s'en est rendu compte, il a fait demi-tour et s'est mis à courir pour rentrer chez lui, car il pensait que les ennemis avaient l'intention de les séparer. Le policier ne comprend pas sa réaction et Tché lui explique que les titans en ont après les Kimio. À ce moment-là, l'homme rapide était justement à la recherche de la chose en question. En entrant dans la salle des professeurs, il se souvint que c'était la première fois qu'il entrait dans une chambre de femme. C'est là qu'il a trouvé l'objet enveloppé dans un tissu écossais, exactement ce qu'il lui fallait. À peine l'avait-il touché qu'elle commença à tomber, et lorsqu'elle toucha le sol, le visage de l'homme était déformé par la peur. L'objet avait fait un énorme trou dans le sol. Il ne savait pas comment l'apporter à la jeune fille. Pendant ce temps, l'entraîneur se battait contre le cyborg en esquivant et en contre-attaquant. Au moment où le cyborg a décidé de pointer les missiles sur les enfants, Tevi s'est tenu là, prêt à défendre les enfants, et quand les missiles se sont approchés, il les a coupés. Il y a eu une explosion, mais il a dit qu'ils allaient bien. La fille lui a demandé de tenir un peu plus longtemps et l'homme était à bout de force. La jeune fille n'a pas esquivé une autre attaque et l'a combattu à main nue. Le cyborg la regarda d'un air effrayant et la fille recula car elle sentait qu'elle allait être attaquée. Le cyborg ouvrit la bouche et une sphère d'énergie rouge apparut. C'était un rayon qui détruisait tout ce qu'il touchait. Après l'avoir utilisé, l'endroit qu'il visait était en ruine et brûlait. Le cyborg disait qu'il était plus fort que la fille. Le maître était couché sur le sol car c'était une attaque très forte. Le lion dit à la fille de se lever et de se battre. Elle dit à l'homme de défendre les enfants. Le rapide s'excusa d'être en retard et se mit en position, son corps se couvrit d'éclairs et ses cheveux se mirent à briller, un symbole inconnu apparut dans ses yeux. C'était une technique de Kirin. Il poussa le sac de toutes ses forces, qui se mit à voler droit vers le champ de bataille. La fille, elle, était contente qu'Azam ait trouvé un moyen. Ce sac volait directement vers la fille, mais elle l'arrêta facilement d'un coup de pied. Le cyborg ne comprenait pas pourquoi la femme souriait, elle expliqua qu'à partir de ce moment, elle écrasait sa proie.
L'homme qui regardait le combat oublia de mentionner que la fille en face d'eux était elle-même une légende. Elle saisit le sac et le souleva avec aisance. L'ennemi se mit à crier, il était encore sûr de sa victoire. La jeune fille leur dit qu'elle est classée 147e. Les élèves furent surpris d'apprendre qu'elle était dans les 150. Il y eut un moment de silence sur le champ de bataille. La fille a dit qu'elle n'aimait pas l'attention, alors elle l'a cachée. La fille ennemie ouvrit cette chose et il s'avéra que c'était un coffre de Pandore, il y a de l'espace infini à l'intérieur et le coffre ne choisit qu'un seul propriétaire. Ennemi se dit que c'était incroyable de voir cet objet en personne, mais ne comprend pas non plus comment elle a pu l'obtenir. Fast Boy, quant à lui, était encore surpris que son maître soit dans le top 150 des plus forts. La jeune fille tendit la main et invoqua Sergo Murazam. Son talent était de pouvoir manier n'importe quelle arme, et en ce moment, elle avait un katana. L'ennemi se rendit compte que la combinaison du talent et de l'objet de la jeune fille était très bonne. Ce katana avait également un talent. Le cyborg ennemi était en colère, et la fille lui dit de se calmer. L'ennemi s'énerva encore plus. La fille de son côté décida de répéter ses paroles en sortant une lame qui dégageait une aura incroyable. Cyborg attaqua la fille, comme précédemment son attaque vola à une vitesse incroyable, mais cette fois-ci la fille n'esquiva pas et un coup d'épée brisa l'arme de l'ennemi. Cyborg fut surpris et effrayé. La fille se prépara à l'attaque, l'ennemi commença à devenir nerveux et envoya une arme à longue portée, cela n'effraya pas la fille et elle sourit. Lorsque les missiles s'approchèrent suffisamment, elle les coupa d'un mouvement précis de son épée et se dirigea vers l'ennemi. L'ennemi tenta d'attaquer au corps à corps, mais le maître n'eut aucun mal à bloquer l'attaque. Il trancha facilement le bras du titan puis commença à attaquer le corps, même le métal fondit sous ses coups. Une deuxième attaque suivit, et l'ennemi tenta de contre-attaquer, mais la jeune fille esquiva facilement et sauta pour donner un puissant coup d'air en plein dans la poitrine de l'ennemi. Le cyborg tenta de contre-attaquer, mais la jeune fille recula en laissant son épée à l'intérieur du cyborg. Elle recula jusqu'à une distance de sécurité, le cyborg dit qu'il ne se laisserait pas tuer si facilement. Il se mit à hurler de colère en disant qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il commença à dire qu'il allait manger la fille et les enfants autour de lui. Le maître s'en amusa, elle tendit la main et invoqua une deuxième arme qui avait le talent d'Elliot. La main de la jeune fille prit une forme étrange et elle ordonna au robot d'attaquer. Il envoya son attaque suivante et la fille avait hâte de voir à quel point ce robot était mécanique. L'attaque vola vers la fille, mais lorsqu'elle la toucha, elle fut brisée. Le maître se déplaça instantanément et se retrouva derrière son adversaire, lui coupant les jambes en parallèle. L'homme tomba à genoux et commença à hurler de douleur. Il tenta d'utiliser à nouveau le cri sinistre. Mais la fille était à côté de lui et d'un coup de couteau, elle lui trancha le cou. Elle repoussa sa tête et sauta haut, elle était incroyablement en colère et invoqua sa prochaine arme. Elle vola vers elle, c'étaient les deux haches qui lui avaient donné le talent d'Asger. Le cyborg fut surpris, et la fille bougea instantanément, et frappa durement avec les haches en plein sur la tête de son ennemi. Celui-ci sentit la pression et la puissance incroyable du coup. Le soir du même jour, l'ennemi restant applaudit la jeune fille et lui dit qu'elle avait bien travaillé. Il savait que le maître était un parent de Deltevi. Elle dit aussi que Kageya serait le prochain. Il lui dit également bonjour. Il décida de discuter un peu, se promettant même de lui dire pourquoi ils étaient venus ici. Mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit qu'une lance de feu vola vers lui. Il s'est mis à hurler en voyant la puissance destructrice de la lance et a dit que cela aurait pu être sa tête. Les garçons sont rentrés plus tôt que l'homme ne l'avait prévu, il était sur le point d'entamer une bataille avec les loups. Les filles vinrent chercher leurs enfants, et ensemble ils durent partir. L'ami quant à lui ne pouvait plus utiliser son talent car il était complètement épuisé. C'est alors que le héros et son ami partirent à l'assaut de l'ennemi. Il esquivait facilement les attaques des hommes, il continuait à parler et à esquiver les attaques. À ce moment-là, personne ne lui répond. L'ami tenta un coup de pied dans les jambes, mais l'ennemi sauta et commenta l'attaque. Il mit ses pieds sur l'arme de son ami et s'accroupit, montrant ainsi sa supériorité. L'ami n'a pas été déconcerté et a immédiatement essayé de tuer l'ennemi, mais il a sauté à temps. Il recula un peu, et au même moment le visage du héros était furieux à cause des crimes que les terroristes avaient commis. L'ennemi a dit que le visage du héros ressemblait à son père. À ce moment-là,
le gars a donné un ordre à Anton, et sur l'ennemi a commencé à voler des baguettes, dont il a esquivé. L'une des baguettes vola à grande vitesse, mais au dernier moment, l'ennemi esquiva. À ce moment-là, le héros se trouvait juste devant lui et, sans plus attendre, lui asséna un coup de flamme. L'ennemi ne pouvait en aucun cas parler au gars, même s'il essayait très fort. Il esquivait aussi facilement les coups du Tché, comme s'il jouait avec un homme. À ce moment, l'ami s'approchait également de l'ennemi, il commença à matérialiser une baguette et créa la fierté de Kong, un faux bâton. Avant que l'ennemi ne s'en rende compte, il fut pris en sandwich entre deux puissantes attaques du héros et d'Anton. Il y eut une explosion, le héros et son ami furent très surpris de voir l'ennemi disparaître. Il dit que les hommes se sont bien battus pour des amateurs. Il dit que même s'ils étaient proches, ils ont échoué. Le héros supposa que l'ennemi utilisait le pouvoir de téléportation, et son ami partagea son avis. L'ennemi suggéra qu'il se contente de parler, mais les hommes ne pouvaient même pas le toucher. À ce moment-là, Azam traîna Tevi et demanda si le héros et Anton allaient bien. Le héros demanda qui était l'ennemi, et Azam lui dit que le titan appelait cet homme son père. Il est fort probable que cet homme soit à l'origine des attaques terroristes. L'ennemi leva les yeux, un homme tombait du ciel et l'appelait par son nom. Un instant plus tard, il y eut une chute qui souleva un énorme nuage de poussière. C'est la jeune fille qui a compris qui était leur ennemi, à savoir l'homme que l'organisation KODE recherchait. Il s'agissait d'un ancien 102 au sommet des plus forts qui avait disparu. L'ennemi rit et dit qu'il était heureux de les rencontrer tous. Tevi commença à hurler contre l'ennemi pour avoir créé des cyborgs. Et le héros menaça qu'il ferait mieux de tout dire, car il a le sang de beaucoup de gens sur lui. La fille a dit qu'elle mettrait l'ennemi en pièces. Il a dit que si on lui donnait une chance, il expliquerait tout. La fille l'a accusé d'avoir voulu faire du mal aux enfants, elle a dit que l'ennemi ne partirait pas d'ici vivant. Il commença à se mettre en colère et les traita de morveuses. Il dégagea une aura terrifiante et ordonna à tout le monde de se taire. Tout ce qui se trouvait autour a commencé à s'effondrer, tous les gars se sont mis en position de défense, essayant de se protéger de cette aura. L'ennemi les traita de gamins incompétents et leur dit de regarder ce qu'il lui avait fait faire. Il leur conseilla d'écouter calmement, puisqu'ils étaient capables de l'énerver à ce point. La fille a dit que le berger était à l'origine un top 150, mais qu'après l'éveil de la deuxième partie de son pouvoir, il a été immédiatement déclaré illégal et a disparu. Les masques de l'ennemi avaient tous des effets différents et exprimaient des émotions différentes. L'ennemi commença à parler avec fougue de sa rage, et du fait que les gars devaient se taire et l'écouter, pour leur propre bien. Il commença à dire que lui et son maître étaient en réalité les créateurs des titans, qui n'étaient que des pions dans leurs objectifs. Il a expliqué qu'il y avait beaucoup de mal dans ce monde, alors il a raconté que le maître s'efforçait de réparer les erreurs du passé. Il a dit qu'il le ferait en déclenchant une guerre nucléaire contre l'humanité. La jeune fille demanda si Kageya savait à quoi il s'exposait. Il a décidé, grâce à sa bonne âme, de consacrer les gens. Les humains sont au sommet du monde uniquement grâce à leur intelligence. Il est naturel qu'une espèce plus forte en dévore une autre. Les humains étaient les plus forts jusqu'à ce que Dieu crée les Kimyo, les 4 premiers étant appelés les 4 grands. Au fil des ans, la lignée des Kimyo s'est mélangée en raison de leur lien avec les humains. Les Kimyo s'affaiblissaient de génération en génération, et l'humanité en profita pour les réduire en esclavage. L'ennemi déclara que le monde devait être débarrassé des humains et que les Kimyo devaient prendre la relève. Les amis n'ont pas soutenu l'opinion de cet homme, le héros n'a pas compris pourquoi il a dit de telles choses bien qu'il ait tué à la fois des Kimyo faibles et des Kimyo forts. L'ennemi dit que les gars ne sont pas prévoyants et révèle que lui et le maître en sont déjà à la deuxième étape de leur plan. La première phase consistait à créer des armes nucléaires et à construire une armée. La deuxième phase consistait à tuer tous les Kimyo qui pourraient interférer avec leur plan. Ceux qui ont le pouvoir et qui décident de se ranger du côté des humains seront éliminés par les terroristes. Il a dit que s'ils n'étaient pas pour eux, ils étaient contre eux. Il a félicité les garçons d'être sur la liste des personnes à abattre. L'ennemi expliqua que le maître héros avait lui aussi été banni en raison de son talent, mais qu'il avait été libéré en raison de ses mérites dans la guerre. Il disait que le héros et ses amis étaient des imbéciles pour avoir choisi de servir ceux qui essayaient d'aiguiser leur maître parce qu'il était trop fort. La jeune fille tenta de le dissuader d'écouter ses sornettes, car le héros réfléchissait vraiment. L'ennemi se tourna vers Andrea,
il lui demanda de ne pas intervenir et de se taire, car il pouvait tous les tuer en quelques secondes. La jeune fille ne savait vraiment pas comment vaincre un ennemi de ce niveau. L'ennemi se retourna et leur souhaita une bonne conversation. Il disparut ensuite. Tous les gars se rassemblèrent en cercle pour discuter de ce qui s'était passé. L'ami dit qu'il croyait les paroles de l'ennemi et qu'il disait que le plan leur avait été révélé, car il ne pourrait pas l'arrêter. Le héros regarde sur le côté et ses pupilles se dilatent. Il vit l'oncle Ilon avec le corps ensanglanté de l'homme qui les avait tous abrités. Plus tard dans la nuit, dans le bâtiment de la Maison Rouge. Il y eut une réunion où l'homme souhaita la bienvenue à tout le monde. Il a annoncé qu'aujourd'hui, ils allaient discuter de choses importantes. Après l'incident de Rocache, l'application de l'interdiction de Kimio avait été leur principal objectif. Mais ils ne pouvaient pas ignorer ce qui les attendait aujourd'hui. Ils avaient un nouvel ennemi sous la forme d'assassins cybernétiques. Ils osent tuer des gens devant le monde entier. Il a dit qu'ils étaient indignes de leur poste s'ils ne pouvaient pas protéger leur peuple. Il a dit qu'ils avaient une solution à ces deux problèmes. À la fin de cette réunion, le calme sera rétabli. Le chancelier Abel est arrivé. 2 jours après l'attaque, un grand nombre de personnes se sont rassemblées pour honorer les morts. Une jeune fille a accueilli la famille d'Ilon. C'était la femme et l'enfant d'Ilon. Elle a également dit qu'Ilon était honoré d'avoir de telles personnes dans sa maison et a présenté le fils de la victime. L'enseignant a commencé à parler de la personne décédée. Toutes les personnes écoutaient la tête baissée, le héros et son ami ne faisant pas exception à la règle. Un homme s'est approché, il est allé sur la tombe d'Ilon, il s'est penché et a raconté qu'il avait vécu et était mort en héros, qu'il était lui-même très reconnaissant envers Ilon. Un enfant pleurait la mort de son père. L'homme s'approcha pour réconforter un peu la famille. L'homme a enlevé son kimono et, selon la tradition, il s'est approché de la torche. Il l'a prise et a demandé au héros de venir se mettre à la place de Léo. Ce dernier fit une triste figure et, lorsqu'il s'approcha, il alluma la torche. La torche est dirigée vers la tombe dans la paille qui recouvre le cadavre. Le feu prit et le corps du héros s'éteignit avec les cendres. L'homme dit que son oncle continuera à se battre dans l'autre monde. Il utilisa son talent ancestral pour les cendres. Il a extrait les cendres de l'homme. Les cendres ont commencé à bouger et à s'adapter au corps de l'homme. Cette cendre, qui était le talent de leur famille, était composée de tous les morts de leur famille. L'homme a remercié tout le monde pour leur service et ce qu'ils avaient fait au cours de leur vie. L'histoire des premiers hommes, au début de la race Kimio se tenait 4 frères, les 4 grands. Chacun d'entre eux a reçu un grand pouvoir, le soleil, l'océan, la tempête et leur frère aîné, la vie après la mort. Athènes, Grèce. Le phénix enflammé s'est dirigé tout droit vers la ville. Là, il s'est approché d'un bâtiment et s'est transformé en homme. Il est accueilli par son frère. Ilio lui annonça que les troupes ennemies étaient en route, qu'elles avaient déjà pris le port et qu'elles allaient s'abattre sur lui dans l'heure qui suivait. Son frère dit qu'il souhaitait que cela prenne plus de temps et ordonna de commencer les préparatifs. Le visage d'Ilio changea de surprise. L'homme le plus âgé dit qu'il serait bientôt avec eux. Ilio a commencé à crier sur les hommes et leur a demandé de se lever. Les gens commencèrent à s'excuser, ils avaient très chaud. Ilio a dit qu'il n'était pas leur dieu et leur a ordonné de rentrer chez eux. L'aîné a dit que le plus jeune gâchait tout, que si les gens décidaient d'adorer, qu'ils le fassent. Ilio commença à discuter avec son frère, disant qu'ils n'étaient pas des dieux et qu'ils pouvaient mourir eux aussi. Il demanda s'il devait rappeler à l'aîné combien de sang il avait fait couler. Il s'est mis en colère et a dit qu'il devrait choisir ses prochains mots avec sagesse. Un autre frère est intervenu dans la dispute, furieux que les frères se battent pour des personnes faibles. Ilio dit que personne n'a demandé beaucoup d'Océano. L'homme lui dit de se creuser la tête et de le lui dire en face. Ils commencèrent à se disputer pour savoir qui était le plus fort. L'aîné est allé les calmer, il a serré ses frères dans ses bras et a dit qu'ils étaient comme un père et une mère. Il a dit que l'ennemi arrivait avec une grande armée. Il leur dit qu'ils verraient le visage de leur frère une dernière fois. Les frères ont revêtu leurs armures et se sont préparés à affronter l'armée ennemie. L'aîné dit qu'ils devaient protéger le peuple de toutes leurs forces. Il n'avait que très peu de guerriers, la plupart étant des fermiers. Achille vint voir les frères et leur demanda de prendre le contrôle des troupes.
Ilio et lui discutèrent un moment, et le plus fougueux dit qu'il compatissait à la perte du jeune homme. Le jeune homme, quant à lui, dit que son père est mort en héros et remercie le Kimyo. Ilio lui dit que l'ennemi avait trouvé un moyen de ranimer les soldats morts, et que ce serait donc très difficile pour eux. Il ordonna au jeune homme de préparer ses hommes au combat. Les guerriers étaient déjà debout et se réunissaient avant la bataille. La jeune guerrière était déterminée à venger la mort de son bien-aimé. Ilio se transforma en phénix et les hommes commencèrent à attendre son discours. Il plana juste devant eux sous la forme d'un grand phénix. Il commença à dire au peuple qu'en vainquant cet ennemi, il pourrait se débarrasser de tous leurs problèmes. Il s'excusa pour son frère et son armée et demanda au peuple de se battre de toutes ses forces. Il leur dit aussi que les morts-vivants seraient contre eux et qu'il ne fallait pas se laisser tromper par un visage familier. Les autres frères appelèrent Ilio, car l'ennemi était déjà proche. La mort elle-même s'approchait d'eux, et ils allaient la rencontrer. Ilio était attristé par la façon dont son frère utilisait le pouvoir. Il s'emparait des âmes et transformait les gens en marionnettes. C'était leur frère, Thanatos. Son armée comptait un grand nombre de morts-vivants. Mais il leva les yeux, surpris, vers le sommet où il aperçut ses frères. Ilio arriva le premier, il demanda à son frère d'arrêter la folie qu'il avait créée. Il n'entendit aucune réponse. L'autre frère demanda également à Thanatos d'arrêter car des innocents allaient mourir. Le frère traita les autres d'imbéciles car ils n'avaient aucune idée de sa puissance. Il parla d'Ilio, qui était la source de la lumière et de la destruction, aussi chaud que le soleil. Okeano, qui pouvait contrôler complètement l'océan. Et Katejida, le chef, qui est une tempête furieuse. Il n'avait pas ce genre de pouvoir, il avait besoin de l'âme des gens pour être énergisé. Il est attristé que les frères n'aient pas gardé le silence, alors qu'ils auraient pu rester en dehors de tout ça. Ilio a crié après son frère parce qu'il n'avait pas besoin de l'âme des gens pour mener une vie simple. Il a dit que sans les âmes, il serait faible et finirait par mourir de vieillesse. Il était triste que personne ne puisse le comprendre. Il ordonna à la horde de morts-vivants d'attaquer. Achille et son armée étaient prêts à affronter la horde de morts-vivants. Les frères essayaient toujours d'arrêter leur frère avec des mots. Ilio fut le premier à dire que si son frère ne s'arrêtait pas, il serait tué. Finalement, les trois frères attaquèrent leur mauvais frère. Il se rapprochait de lui et il dit à Ilio qu'il maîtrisait son pouvoir mieux que tous. Et Katejida était un bon chef. L'ennemi pointa le serpent sur son frère, il eut le temps de réagir, mais il était déjà proche. Océanum intervint dans le combat et commença à attaquer les serpents. Le grand frère dit qu'il savait tout sur les plus jeunes, il leur ordonna donc de s'éloigner. Ilio tenta de bloquer les serpents et fut projeté à une grande distance, Océanum s'envola également, seul le chef put s'accrocher. Il lutta de toutes ses forces et réussit à tenir bon. Il se dirigea vers l'ennemi de l'humanité pour l'attaquer. Serpent était déjà prêt à attaquer, mais celui qui avait dit que Sibérus avait grandi put facilement esquiver en revenant vers les autres, il avait dit de surveiller chaque pas de l'ennemi. Le grand frère dit à Ilio de mourir et utilisa son pouvoir sur lui. Ilio se mit en position et voulut prendre un coup avec son bouclier, la force frappa le frère de feu mais il se stabilisa. Okeano utilisa une technique qui provoqua une énorme vague de la part des chevaux. À ce moment-là, sur le champ de bataille, les humains combattaient les morts-vivants. L'un des ennemis ressemblait beaucoup à l'amant décédé d'une fille soldat. Elle lâcha son arme en pensant au retour de son bien-aimé. Elle se précipita dans ses bras, mais il se jeta sur elle et commença à la dévorer. À ce moment-là, l'ennemi bloquait l'attaque d'eau. Frère dit à Katu de lancer une attaque de foudre et il chargea la puissance dans le ciel. Cette bataille ressemblait à un véritable combat des dieux. Il était dommage pour Broder d'utiliser cette technique sur son propre aîné, mais il le fit. Une énorme quantité d'éclairs frappa le corps de l'ennemi. Celui-ci se mit à crier que ses frères s'étaient rebellés contre lui. Il était furieux que ses frères aient choisi les humains plutôt que lui. À ce moment-là, le frère du soleil entra dans la mêlée. Il dit à son frère de se reposer enfin, car il avait assez souffert. D'un coup de sauvette, il transperça le corps du serpent, à l'intérieur duquel des flammes commencèrent à apparaître. Voyant cela, l'ennemi était furieux. Il utilisa toute sa force. Le frère du soleil tenta d'attaquer, mais la défense de l'aîné était impénétrable.
Le commandant tenta de persuader l'aîné de revenir vers eux. Celui-ci lui demanda de se taire et se contenta de se demander quelle force les âmes des autres lui donneraient. Ilio pleura, et les autres frères furent très contrariés. Le commandant comprit alors. Il dit à Océano d'agir. Le sol sous les pieds de son ennemi commença à se fissurer, et avant qu'il ne puisse être surpris, ses pieds furent enveloppés d'eau. Le frère de la foudre s'excusa et utilisa sa capacité, après quoi le corps de l'ennemi commença à être frappé par une énorme quantité d'éclairs. Le frère du soleil commença également à attaquer, l'ennemi comprit qu'il était sur le point de mourir, alors les trois frères transpercèrent leur aîné de tous les côtés. Celui-ci cracha du sang et se tourna vers les plus jeunes. Se souvenant du passé, il leur dit qu'ils avaient trahi leur sang. Lorsqu'ils le haïraient, ils devraient faire face au reste de leur colère.